Bienvenue dans le débat. Il est consacré au deuxième anniversaire du massacre commis par le Hamas le 7 octobre qui a fait 1219 morts, le jour le plus meurtrier en Israël. Sur les 251 personnes enlevées par le Hamas, il en reste 48 dans la bande de Gaza. Une vingtaine est encore en vie. Les familles et amis des victimes du massacre ont observé une minute de silence sur le site du festival de musique de Nova et dans le kibbutz de Kfar Aza. Des commémorations sur fond de négociations indirectes entre le Hamas et Israël en Égypte. Les pourparlers ont repris à la mi-journée. Des négociations positives selon plusieurs sources. À Gaza, les bombardements israéliens continuent. 2 ans après le massacre du 7 octobre, 66 000 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, dont une majorité de civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, jugés crédibles par les organisations internationales. Alors on va revenir sur ces commémorations en Israël. Peut-on tirer les leçons de ce qui s'est passé le 7 octobre? Où en sont les pourparlers à Sharm el-Sheikh? Peut-on évoquer un après-conflit 2 ans après la guerre? 7 octobre, une région marquée à vie, ça c'est le titre de l'émission. Eh bien, on en parle tout de suite avec mes invités. Marie Semelin est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne correspondante en Israël pour différents médias, dont Radio France et France 24. Votre livre qui vient de sortir, Les Certitudes, c'est votre premier roman et il nous emmène en Israël et en Palestine, donc justement après le 7 octobre. Bienvenue à vous. Laetitia Bucaille est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste du conflit israélo-palestinien, autrice de Gaza, quel avenir? Et ça, c'est un livre qui va paraître chez Stock le 15 octobre, donc la semaine prochaine. Bienvenue aussi. Michel Duclos, bonsoir. Merci d'être là ce soir, conseiller géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France en Syrie, auteur de Diplomatie française. C'est aux éditions Alpha. Nous avons en direct de Tel Aviv avec nous Daniel Sheikh. Bonsoir, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et vous êtes aussi responsable du pôle diplomatique du Forum des familles d'otages. Bienvenue. Avant de démarrer ce débat, je vous propose de faire un point en images sur cette journée de mémoire du massacre commis par le Hamas le 7 octobre en Israël avec Ludovic de Foucauld. Ce matin, autour du drapeau en berne, les habitants de Kfar Aza commémorent le 7 octobre, 2 ans après. Sur les t-shirts, le portrait des jumeaux Berman, toujours retenus à Gaza, à une poignée de kilomètres à l'ouest de cette petite communauté agricole. Ils étaient 700 habitants auparavant et beaucoup hésitent aujourd'hui à revenir. Oui, nous avons beaucoup de gens qui réfléchissent encore à la possibilité de revenir vivre dans le kibbutz ou non, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce sont beaucoup de jeunes familles avec des jeunes enfants qui ont été témoins de tout ce qui s'est passé ici. Mon petit-fils, le plus grand, il a 6 ans. Quand vous fermez la porte, il a peur. Quand vous ouvrez la porte et que quelqu'un crie, il a peur. Il n'avait que 4 ans quand nous étions ici, le 7 octobre. Abigail, elle n'avait pas encore 4 ans. Le 7 octobre, sa mère est abattue sous ses yeux. Elle est dans les bras de son père quand il s'effondre, touché par les balles du Hamas. Kidnappée, elle fête ses 4 ans en captivité avant d'être libérée fin novembre. Elle retrouve son frère et sa sœur, adoptés comme elle par sa tante et son mari, déjà parents de 3 enfants, tous originaires de Kfar Aza. Il y a un peu plus d'1 mois, Abigail a connu un moment important dans sa vie de petite fille. Elle est rentrée en CP. Elle était très excitée. Je crois qu'elle était excitée par son nouveau sac à dos et tout ce qu'il contenait. Elle n'arrêtait pas de sortir ce qu'il y avait dedans, de tout remettre, de le prendre. Elle était tellement excitée. On est heureux bien sûr que les gamins aillent de l'avant, mais en même temps, on sait combien papa et maman leur manquent et combien ils auraient dû être là. Ce jour-là, je retenais tout en moi. J'ai mis un masque, j'ai essayé de me réjouir de l'événement, mais c'est dur. C'est dur. Léron et Zoli ont déménagé dans le centre du pays. Pour eux, il est encore impossible de se remettre vraiment du 7 octobre. Je pense que ce ne sera pas possible tant que tous les otages ne sont pas revenus. Parce que d'une certaine manière, on est tous encore coincés ce matin du 7 octobre. Un accord pour mettre fin à la guerre prévoit la libération de tous les otages, vivants et morts. Israël affirme qu'ils sont encore 48 à Gaza, dont 20 seraient toujours en vie.
Et on retrouve tout de suite notre correspondante Claire Duhamel. Claire, bonsoir. Vous êtes à Tel Aviv, sur la place des otages, où justement une nouvelle cérémonie de commémoration devrait avoir lieu dans quelques instants. Bonsoir Stéphanie. Oui, ici sur la place des otages, dans 1 heure environ, sur l'écran géant qui se trouve derrière moi, sera retransmis en direct le concert organisé par le Forum des familles d'otages pour rendre hommage aux 1200 Israéliens tués dans les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs commémorations relativement spontanées dans différents lieux du pays. On était par exemple aujourd'hui sur les lieux du festival Reim, là où 370 Israéliens ont été tués lors des massacres du 7 octobre et eh bien, beaucoup de gens étaient venus de tout le pays pour leur rendre hommage. Et ce que nous disent les gens, eh bien, c'est qu'ils ont l'impression de vivre encore et toujours ce 7 octobre 2023, que tant que les otages israéliens ne seront pas tous revenus en Israël, eh bien, pour eux, il est impossible d'avancer. Ils nous disent aussi qu'ils ressentent en ce moment comme un espoir avec ces négociations à Sharm el-Sheikh. 2e jour de négociation aujourd'hui. Donald Trump a dit qu'il espérait que les otages israéliens puissent être libérés d'ici la fin de la semaine. Ce sont des mots qui ont beaucoup d'écho en Israël, mais les gens nous disent que cet espoir, il reste prudent puisqu'ils ont vu ces derniers mois, ces dernières années, plusieurs moments où eh bien, un accord de cessez-le-feu semblait atteignable, un accord pour libérer les otages avant que finalement les négociations ne s'effondrent. Même s'il y a désormais un espoir plus important qu'il y a quelques semaines, eh bien, les gens nous disent que tant que cet accord de paix ne sera pas officialisé, tant que les otages ne seront pas retournés en Israël, eh bien, eux resteront vraiment bloqués à cette date du 7 octobre 2023. Merci Claire. Claire Duhamel, donc en direct de la place des otages à Tel Aviv. Daniel Sheikh, vous êtes, vous, responsable du pôle diplomatique du Forum des familles d'otages. Dans quel état d'esprit sont-ils? Ces commémorations sont-elles importantes 2 ans après? Bien sûr que les commémorations sont importantes, mais il y a une sorte de mélange des sentiments, je pense, chez les familles. D'une part, il y a une réflexion sur ce qui s'est passé le 7 octobre, sur ce qui s'est passé pendant les 2 années qui se sont écoulées depuis, mais en parallèle, il y a un prudent sentiment d'espoir, parce que même s'il y a eu beaucoup de déceptions pendant surtout cette dernière année, avec des accords presque arrivés à terminer la guerre et libérer les otages, qui se sont toujours soldés par des déceptions. Donc on a le sentiment actuellement, et il est plutôt généralisé, que nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord que ces jours-ci. Justement, on va revenir sur ces négociations. Marie Semelin, le 7 octobre, c'est un traumatisme profond pour la société israélienne que vous connaissez bien, que vous avez enquêté d'ailleurs pour écrire votre roman. Le 7 octobre, c'est vraiment, comme tous les Israéliens le disent, il y a un avant et un après, et la société israélienne aujourd'hui n'est plus du tout la même. En fait, c'est très bizarre quand on marche dans les rues, par exemple de Tel Aviv, mais aussi d'autres villes dans le pays, ou même quand on prend sa voiture, c'est que c'est physiquement partout. C'est-à-dire que quand on va sur les routes, il y a des grandes photos d'otages qui sont accrochés à des ronds-points. Quand on va au restaurant, il y a des autocollants avec des stickers, soit de différentes brigades de l'armée, soit des soldats qui sont tombés au combat. Donc même si maintenant ça fait 2 ans, la vie forcément a repris son cours, comme on dit, parce que l'économie doit tourner, les grues, fonctionne, les restaurants sont ouverts. Il y a quelque chose qui est que cet événement tout le monde habite cet événement et tout le monde est personnellement concerné. Je pense que les Israéliens ne peuvent pas même réfléchir à l'après tant que les otages ne sont pas libérés. Daniel Sheikh l'a dit. C'est la première étape peut-être de quelque chose, mais en tout cas pour eux, je pense que du point de vue de l'éthos du pays, il ne peut rien se passer tant que cette étape n'est pas effectuée. Laetitia Bucaille, est-ce qu'on peut dire que c'est un traumatisme pour toute une région, finalement, une région marquée à vie par ce 7 octobre? Oui, alors pour Israël, c'est un traumatisme tout à fait particulier parce qu'on l'a bien vu dans votre reportage, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'insécurité intime qui saisit les individus, et puis c'est un sentiment d'insécurité aussi collectif, puisque Israël, qui est censé être un sanctuaire, un foyer accueillant les Juifs et leur préservant la sécurité, a échoué le 7 octobre à protéger ses citoyens.
Alors, le traumatisme pour la région, c'est pas le 7 octobre, si on parle des pays alentours ou si on parle des Palestiniens, c'est la guerre qui succède au 7 octobre, cette guerre de représailles qui a été extrêmement meurtrière. Et voilà, pour beaucoup pour l'opinion publique, en tout cas de la région, l'opinion publique arabe et pour les Palestiniens, ce qui existe, c'est non pas le 7 octobre, mais c'est la guerre contre Gaza. Michel Duclos, un point de bascule, justement, ce 7 octobre, on peut le dire comme ça? Incontestablement, mais il faut d'abord quand même commencer par dire qu'on peut comprendre le traumatisme effroyable des Israéliens. Là aussi, je ne peux que répéter ce qui vient d'être dit, c'est que ça ravive en plus dans une population de Juifs des souvenirs ancestraux terribles, naturellement. J'ajouterais peut-être que la question des otages a fait que ça a entretenu le traumatisme de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et maintenant depuis 2 ans. Si cette question avait pu être réglée assez vite, peut-être qu'on aurait pu tourner la page. Mais ça n'a pas été le cas. Et maintenant, je dois dire que ce qui me frappe le plus, c'est le fossé gigantesque qui s'est creusé, qui s'est ouvert entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc les Israéliens, comme on dit maintenant, invisibilisent les Palestiniens. Quand on parle à beaucoup d'Israéliens, ils nous disent « mais arrêtez de ne parler plus de ça, quoi, c'est tout ». Et les Palestiniens vivent avec cette deuxième Narba, encore pire que la première, qui est le massacre, encore aujourd'hui, de plusieurs dizaines de gens par jour à Gaza. Alors peut-on tirer les leçons de ce qui s'est passé le 7 octobre? Vous parliez de la vulnérabilité d'Israël ce jour-là. Ce jour-là, il y avait des soldats qui étaient présentes. Elles avaient lancé l'alerte, les guetteuses du 7 octobre. C'est un extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur France 5 que je vous propose de regarder. Un très court extrait. Ces soldates qui ont été les premières à donner l'alerte, mais elles n'ont pas été écoutées par leur hiérarchie. Sur les 30 soldates de la base militaire de Nahal Oz, 15 sont mortes, 7 ont été prises en otage. Depuis donc l'une d'entre elles est morte à Gaza, une autre a été libérée par l'armée et 5 autres libérées par le Hamas dans le cadre d'un accord de paix. On regarde un court extrait. Il y avait des patrouilles composées de 50 ou 40 terroristes du Hamas, des patrouilles régulières. Ils allaient du nord de Gaza au sud de Gaza et ils s'arrêtaient à chaque poste. Ils se mettaient en hauteur pour nous observer. Ils montraient du doigt des éléments précis, les barrières et même nos systèmes d'armes automatiques. Je voyais clairement leurs gestes et qu'ils parlaient de nous. Ils pointaient du doigt nos caméras. Si j'en bougeais une, ils se déplaçaient. Ils nous faisaient un signe de la main comme pour saluer. Ils voyaient bien les caméras, on ne peut pas les rater. Ça s'était déjà produit 4 ou 5 fois auparavant, ce qui était déjà très inquiétant. Et l'information aurait dû remonter très haut dans la hiérarchie. Mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas pourquoi. Daniel Sheikh, ces guetteuses n'ont pas été écoutées par leur hiérarchie. Est-ce que les Israéliens demandent aujourd'hui la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur justement les failles au sein du système de renseignement le 7 octobre ? Je vais vous répondre, mais je dois d'abord rebondir sur quelque chose que l'ambassadeur Duclos vient de dire parce que c'est très important. Il a dit que les sociétés israéliennes et palestiniennes se sont éloignées encore un peu plus. Et mis à part la cruauté des actes du Hamas le 7 octobre, l'organisation a pris sur elle une responsabilité terrible, historique à mes yeux. Et c'est justement d'éloigner encore un peu plus les Israéliens des Palestiniens, éloigner encore un peu plus les perspectives d'une paix qui durerait un peu plus que quelques années entre une guerre et une autre. Et pour des gens comme moi, des militants pour la paix israélo-palestinienne depuis toujours, mis à part les tragédies personnelles, c'est peut-être la leçon la plus cruelle de ces 2 dernières années. Et je vais quand même vous répondre, oui, je pense qu'il est absolument nécessaire
après que la guerre se termine, après que les otages reviennent, qu'une véritable enquête indépendante soit opérée, pour la simple raison que les Israéliens ont perdu pas seulement des compatriotes, parce que vous savez, c'est un petit pays, il n'y a quasiment pas une famille qui ne connaît pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un, mais ils ont perdu certaines certitudes qui étaient à la base du sentiment de sécurité des Israéliens dans leur État indépendant. L'armée, les renseignements, le gouvernement, etc. Et tout ça doit être vérifié de manière extrêmement minutieuse pour que des leçons soient tirées. Est-ce que, justement, pour rebondir, Marie Semelin, sur justement cet éloignement entre les Palestiniens et les Israéliens, vous en parlez quand même dans votre livre, est-ce que c'est la problématique aussi de la déshumanisation de l'ennemi? Est-ce que c'est ça, finalement, qui est au cœur? Mais en fait, en entendant Daniel Sheikh, j'ai une impression fausse que, en fait, avant le 7 octobre, les choses se passaient bien et que les conditions d'une paix entre deux partenaires étaient réunies. Or, ça n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai habité de longues années à Tel Aviv. La vie à Tel Aviv est très douce, vous savez. Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit. Alors, tout à fait. Mais ce que j'essaye de rappeler, c'est que il est très facile pour la société israélienne. Il est très facile pour la société israélienne d'oublier la question palestinienne, et c'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Donc, il ne faut pas non plus surinterpréter. Quand on dit le Hamas est une organisation terroriste, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, quand ils ont été élus dans la bande de Gaza et qu'ils ont voulu séparer des factions palestiniennes rivales, ils les ont quand même balancés d'un toit. Donc, c'est pas des gens qui sont connus pour leur délicatesse. On est tout à fait d'accord. Néanmoins, si on remonte à la racine, si on prend un tout petit peu d'ampleur historique de pourquoi le conflit israélo-palestinien, ok, c'est compliqué, mais c'est aussi, on peut le résumer aussi de façon très simple, c'est la question d'une dépossession. Ça commence par une dépossession, c'est-à-dire qu'en 1948, on a promis à deux peuples le droit à l'autodétermination. Le peuple juif devait avoir son État, ça s'est passé, c'est devenu Israël. Le peuple palestinien devait avoir son État, ça ne s'est jamais passé. Donc, je veux dire, aujourd'hui, là maintenant, on parle de la possibilité d'une paix avec un accord. Si ça peut être la première étape, très bien, c'est merveilleux. Si la guerre à Gaza, si les bombardements peuvent s'arrêter dans la minute où on parle, c'est merveilleux. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'on parle ici d'égalité et de droit à la liberté, et que tant que le droit des Palestiniens n'est pas considéré comme celui des Israéliens, les Israéliens et les Palestiniens ont le droit à la paix et à la liberté et à la sécurité. Ce droit ne peut pas être nié. Et la relation entre les deux peuples, elle a changé depuis le 7 octobre. Ouais. Mais tout à fait. Mais je veux dire, je vais juste donner un tout petit exemple de la manière dont l'histoire palestinienne est invisibilisée quand on parle de déshumanisation sur le territoire israélien. Par exemple, il y a une grande plage à Tel Aviv qui est très belle, qui avant 1948 était un quartier qui s'appelait Manchiyeh. Est-ce que les Israéliens le savent? Non, les Palestiniens le savent très bien. Donc quand on a tout perdu, si vous voulez, et qu'on regarde dans le rétroviseur, on se rappelle de la vie d'avant où on avait quelque chose, et ça devient un petit peu compliqué. Cette étape, évidemment, éloigne la paix, et c'est absolument dramatique. Il faut, je pense que la première étape pour construire cette paix, c'est d'accepter le récit et la souffrance de l'autre, qui, contrairement à ce qu'on peut penser souvent, ne sont pas exclusifs. Laetitia Bucaille, mais justement, c'est de plus en plus difficile, et en l'occurrence depuis le 7 octobre, d'accepter la souffrance de l'autre. Tout à fait. Alors, le 7 octobre, évidemment, c'est une journée terrible, puisque les membres du Hamas ne sont pas contentés de tuer des Israéliens, des militaires et des civils. Ils ont aussi commis des exactions terribles. Ça témoigne, bien sûr, de la manière dont ils considéraient les Israéliens. Mais que s'est-il passé? Alors, je vais revenir un peu en arrière, mais un peu moins loin que 1948. Dire que, effectivement, en 2006... le Hamas remporte les élections dans les territoires. On ne veut pas que le Hamas prenne le pouvoir. On ne veut pas de gouvernement d'unité nationale. Et le Fatah, encouragé par les Américains, par l'Occident, essaye de chasser du pouvoir le Hamas, qui finalement va retourner la situation et conquérir le pouvoir à Gaza. Et depuis 2007, Gaza est bouclée. Gaza subit un double blocus, israélien et égyptien, ce qui fait qu'il n'y a pas de témoins. D'accord ? Donc, entre 2007 et 2023, le Hamas a pu, façonner comme une cocotte minute
ce territoire et on peut imaginer que ces combattants du Hamas qui ont surgi le 7 octobre, eh bien finalement ont été socialisés essentiellement dans les tunnels et ont peut-être regardé des vidéos de Daesh. L'ambiance était tout à fait différente, même pendant la seconde intifada, qui était une période de tension terrible. Oui. Comment expliquer tout ça? C'est la séparation, c'est quand même la séparation totale. C'est-à-dire que ils ne sont pas du tout attendus alors qu'il y avait eu des informations un an avant sur une attaque, d'ailleurs des informations très détaillées. Oui, alors ça, du côté du renseignement israélien. Comment expliquer que même ces guetteuses, finalement, on n'a même pas tenu compte de leurs alertes? Ça a été expliqué un peu par une forme d'arrogance de l'establishment militaire israélien qui pensait que... Plus le fait que le gouvernement, sous l'inspiration des ministres d'extrême droite, avait transféré une partie des forces armées normalement consacrées à la surveillance de cette frontière en Cisjordanie, pour d'autres raisons. C'est vrai, mais il y a eu aussi beaucoup d'alertes qui ont été ignorées, et sans doute parce que l'establishment militaire considérait que le Hamas était pas assez performant pour mener une véritable attaque. Donc, effectivement, et puis, voilà, c'est aussi le fait qu'il n'y avait plus de renseignements humains, il n'y avait plus que du renseignement électronique. Oui. Ça participe aussi d'une séparation totale des populations. Et où, voilà, il a pu se préparer tout un tas de choses dans les tunnels. Mais pendant 2 ans de préparation et vraiment un plan extrêmement méthodique. La construction des tunnels, elle est très ancienne. Un mot, Daniel Scheck, justement, juste pour y revenir sur le fait qu'Israël ait été aussi vulnérable le 7 octobre, alors qu'il y avait ce plan de Jéricho qui est passé au sein des renseignements, même des renseignements de l'armée. Comment l'expliquer ? Honnêtement, je ne suis pas la bonne personne à qui on peut demander à identifier les failles dans l'appareil militaire. Ça dépasse de loin mes compétences. Mais clairement, il y a eu un enfermement dans un certain concept. Il y a aussi le prix que nous avons payé pour un jeu extrêmement dangereux que Benjamin Netanyahou jouait pour essayer de manière contenue, il pensait renforcer le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne avec laquelle il ne souhaitait pas avancer dans quelques négociations que pourraient se présenter. Et donc, tout ça, le concept que le Hamas était bien contenu, surveillé, etc. Et puis, il y a des fautes, il y a des erreurs. Et nous apprenons à nos enfants toujours que les erreurs, ça se paye, il y a des conséquences. Eh bien, malheureusement, le prix que nous allons payer maintenant pour arrêter la guerre, avec la libération de centaines et de milliers de prisonniers palestiniens, parmi lesquels vraiment les pires assassins et les pires terroristes, ce sont malheureusement les conséquences de cette erreur. Je dirais simplement encore un mot sur le Hamas. Le Hamas ne devrait pas être le représentant du peuple palestinien si l'on veut avancer vers la paix. Tous ceux qui veulent, comme moi d'ailleurs, un meilleur avenir pour le peuple palestinien doivent comprendre que le Hamas n'est pas leur ami. Le Hamas n'a pas du tout un ordre du jour palestinien. Il est beaucoup plus global, beaucoup plus frères musulmans, etc. Et il faudrait l'affaiblir au maximum pour donner la place à des vrais leaders pacifiques palestiniens. Oui, le Hamas qui est en ce moment donc au centre de ces pourparlers avec Israël. Alors, ce sont des négociations indirectes qui se passent via le Qatar. Ça se passe en Égypte. C'est en ce moment. On va en dire un mot parce qu'on apprend à l'instant que le Premier ministre du Qatar va rejoindre les discussions en Égypte. Donc ça, c'est plutôt positif, a priori. Avant d'y revenir, un mot, Michel Duclos, justement, sur Gaza. Les bombardements donc, israéliens qui continuent. 2 ans après, la situation est catastrophique. 66 000 Palestiniens qui ont été tués, dont une grande majorité de civils. Benjamin Netanyahou est particulièrement mis en cause, y compris en Israël depuis la dernière offensive sur Gazaville. Est-ce qu'on peut dire que, en plus, Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale? Est-ce qu'Israël a gagné la bataille militaire et qu'aujourd'hui, il faut parler de bataille morale?
ne sais pas si le champ moral relève de la bataille. Ce qui me frappe, pour amplifier ce qu'a dit Daniel Sheikh, c'est que, en fait, une des leçons morales, c'est que le cynisme ne paye pas ou ne paye pas tant que ça. Et c'est vrai que dans ma carrière de diplomate, j'ai connu ces dirigeants israéliens qui ricanaient littéralement, qui étaient contents d'avoir pactisé avec le Hamas à travers le Qatar. Ils facilitaient le financement du Hamas par le Qatar parce qu'ils croyaient que c'était très malin d'avoir ainsi affaibli l'autorité palestinienne. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a un moment donné où cette politique-là s'est retournée peut-être contre eux, mais surtout contre le peuple israélien. C'est ça qui est fondamental. Et voyez-vous, moi, par des formations professionnelles, je m'intéresse aux formules de paix, etc., aux négociations, on va y venir. Mais en même temps, je travaille avec des gens qui pensent, et au début j'étais sceptique, mais je suis de plus en plus quand même convaincu qu'il faut s'orienter vers ce qu'on appelle une solution intégrale. C'est-à-dire, on ne peut pas traiter que l'aspect libération des otages contre ceci ou cela. Il faut aller plus profond pour essayer de remédier au mal qui touche cette région et dégager d'autres perspectives. Un mot, justement, pour rebondir à Alicia Bucaille. Joe Biden avait dit à Netanyahou, ne commettez pas les mêmes erreurs, celles que nous avons faites après les attentats du 11 septembre. Finalement, il n'a pas du tout écouté Joe Biden, Benjamin Netanyahou, c'est le moins qu'on puisse dire. Il aurait dû l'écouter. Quelque part, il voulait leur dire ne soyez pas aveuglés par la vengeance. C'était ça ce que voulait dire Joe Biden. Bien sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Il l'a pas du tout écouté. La guerre contre Gaza a été terrible. Alors, il y a plusieurs logiques qui se mêlent dans cette guerre. Il y a d'abord la volonté de mettre hors d'état de nuire le Hamas, voire de le détruire et de détruire tout son appareil, ce qui n'est pas exactement la même chose de le mettre hors d'état de nuire ou de détruire entièrement le Hamas. Donc il y a eu cette volonté-là, couplée au fait que l'armée israélienne veut perdre le moins de soldats possible. Donc l'offensive a été menée aussi de manière à économiser au maximum les pertes du côté israélien, quitte à en causer énormément et beaucoup de civils du côté palestinien. Ça, c'est l'une des logiques. La deuxième logique, c'est indéniablement l'esprit de vengeance qui a animé notamment certains responsables politiques, militaires, mais aussi les militaires, les réservistes qui se sont rendus à Gaza et qui étaient extrêmement choqués par le 7 octobre et qui ont voulu se venger. Après, il y a aussi une troisième logique qui s'est rajoutée, qui est celle de l'extrême droite, et qui est la volonté d'annihiler Gaza, les Palestiniens, de reconquérir Gaza, d'y installer des colonies. Alors, certes, Netanyahou ne s'est jamais engagé véritablement dans cette voie, ne l'a jamais assumé, mais sur le terrain, il s'est bien passé des choses de cet ordre et on a vu des images de commandants militaires israéliens qui proclamaient cette intention de recoloniser Gaza. Donc il y a ces trois logiques qui se sont croisées et qui ont effectivement donné lieu à une guerre extrêmement meurtrière dont on présume que 80% des victimes sont des civils. Marie Semelin, on voit tout de même dans les sondages que 60% de la population israélienne maintenant veut la fin de la guerre. Donc ça change quand même. Je pense que même si effectivement il y a une tentative pour limiter les pertes humaines, elles sont quand même très importantes et qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé en 2 ans de guerre, c'est que ce motto de pouvoir régler éventuellement les choses par la force, notamment par exemple la libération des otages, s'avère être un échec en fait. Donc la force n'a pas réussi à les libérer. Donc peut-être qu'il y a un changement de perspective là-dessus. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est, je pense, vraiment à prendre en compte, c'est que, vous l'avez dit, on approche des 66 000 morts à Gaza, qui est un chiffre absolument étourdissant. Ils ne se sont pas évaporés dans des poussières d'étoiles, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont fait ça, et je ne pense pas que la société israélienne puisse rester indemne, si vous voulez, en produisant une telle violence. Et là, il y a un débat qui s'ouvre en ce moment en Israël sur les soldats qui sont notamment traumatisés
il y a beaucoup aussi d'amputés. Et c'est des gens, si vous voulez, qui ne sont pas forcément fonctionnels dans une société, qui ne sont pas capables d'avoir des entreprises, d'avoir une vie de famille apaisée. Donc, je pense que c'est aussi de ces traces-là qu'il faut parler. Et les gens, littéralement, n'en peuvent plus. Moi, je m'interroge sur ce jour d'après. C'est-à-dire que si ce deal est signé, merveilleux, si les otages peuvent enfin revenir, si les bombardements enfin s'arrêtent, à quoi va ressembler demain ? La population kazaoui, elle n'est même pas en post-trauma, parce qu'en fait le trauma est continu, comme on l'a beaucoup entendu, il continue aujourd'hui. Mais pour les Israéliens aussi, je pense que ça va être très difficile. Et cette guerre qui a suivi ce massacre a, j'ai l'impression, rendu très vulnérable cette société, notamment aussi au niveau de l'éthos. Par exemple, il y a un écrivain comme Aaron Appelfeld qui a très bien décrit cette manière dont l'État d'Israël a fait cette mutation entre la figure du juif errant, persécuté, victime de pogrom, qui maintenant devenait l'homme fort. Ça s'est fendillé et on le voit. C'est pas forcément le risque d'un deuxième 7 octobre, mais c'est des petits attentats dont on parle pas forcément dans les infos parce qu'ils sont tout petits. Quelqu'un qui arrive avec un machine gun à un arrêt de bus et qui fait 3 morts et ça se reproduit la semaine d'après et la semaine suivante. Donc ça, il faut espérer que le plan qui se dessine maintenant soit une première étape pour plus que ça, pour une paix durable. Alors justement, on va y aller tout de suite sur ces pourparlers. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar qui s'est exprimé aujourd'hui. Les négociations ont lieu donc à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Qatar est le pays médiateur, mais l'Égypte également. Manifestement, pour l'instant, ça a l'air positif, d'après plusieurs sources en tout cas. De savoir que le Premier ministre du Qatar va rejoindre les discussions est peut-être aussi quelque chose de positif. On va écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Nous travaillons en étroite collaboration avec la partie américaine par l'intermédiaire des délégations présentes à Sharm el-Sheikh afin de parvenir à un accord qui garantisse que la mise en œuvre de ce plan ne sera pas temporaire, mais qu'elle s'étendra au-delà de la première phase, comme déjà mentionné. Cependant, l'accent doit désormais être mis sur la transformation de ce plan en un plan pratique et sur la conclusion d'accords concrets qui garantissent la mise en œuvre successive des mesures sans obstacle susceptible de donner à l'occupation israélienne l'occasion de reprendre son agression contre la bande de Gaza. Daniel Sheikh, Donald Trump vient de s'exprimer. Lui, il dit qu'il va y avoir, on est très proche d'un accord. Voilà ce que dit le président américain. Vous avez un espoir, vous le disiez. Alors bien sûr, le diable est dans les détails. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Parce qu'il y a la problématique de la présence de l'armée israélienne à Gaza, la problématique du désarmement du Hamas. Et pour l'instant, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais bon, votre sentiment ? Oui, alors, nous sommes devenus très créatifs dans les formules à adopter. Est-ce que c'est de l'espoir retenu, faire attention à ne pas être débordant dans ses espoirs. Mais comme j'ai dit au début, je pense que nous nous dirigeons vers un accord. Et la situation est en fait bizarre parce qu'il s'agit de 2 protagonistes qui négocient, qui en fait ne souhaitent pas un accord, ni l'un ni l'autre pour des raisons différentes. Ceux qui veulent cet accord, c'est tous les autres. C'est les pays arabes, c'est Donald Trump maintenant, c'est la communauté internationale, c'est le président Macron qui a contribué, à mon avis, quelque chose d'assez essentiel avec son plan franco-saoudien présenté aux Nations Unies. Tout cela veulent un accord. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à pousser les 2 protagonistes dans un coin sans qu'ils puissent s'en sortir. Et donc, ils sont obligés maintenant de suivre les directives d'une part du monde arabe qui a pris une position unifiée et d'autre part de Donald Trump soutenu par d'autres puissances internationales. Et c'est vrai ce qui a été dit, je ne me souviens plus par qui, qu'il faut regarder au-delà de simplement revenir au 6 octobre. Clairement, ce n'est pas une solution. Et le plan de 20 points, tout bâclé qu'il soit, prévoit ça. Mais il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la fin de la guerre. Et la formule pour ça, elle est très simple. Elle existe depuis le tout début de la guerre.
on ne peut pas arrêter la guerre sans libérer tous les otages, et on ne peut pas libérer tous les otages sans arrêter la guerre. Donc, faisons ça d'urgence et ensuite enchaînons avec le reste. Michel Duclos, vous êtes d'accord ? Oui. Il faut faire d'abord la phase 1, qui serait libération des otages contre échange de prisonniers palestiniens. Et ensuite, on va voir, même s'il y a déjà des discussions sur la façon, sur les forces internationales, notamment, comment déployer ces forces internationales pour fournir une protection aux Palestiniens. Ça fait partie aussi des discussions. Oui, alors, ce qu'il y a d'étrange, de baroque, c'est que avec ce président Trump complètement aberrant et qui dit n'importe quoi, etc., inconstant, qui a changé de position 36 fois, malgré tout, petit à petit, on était revenu à un jeu diplomatique assez classique, où vous avez effectivement deux protagonistes, comme l'a dit Israël et le Hamas, qui ne veulent pas conclure, mais le jeu pas d'un médiateur, mais plutôt d'une espèce de grand patron extérieur, c'est qu'aucun des deux ne veut porter le blâme du refus. Et donc, Trump dit à Netanyahou, il faut que tu acceptes, sinon c'est contre toi que je me retournerai. Alors, un autre élément, et le Qatar dit la même chose au Hamas. Alors, un autre élément un peu plus complexe, mais qui revient au même, c'est que les derniers alliés protecteurs du Hamas, notamment le Qatar, les Émirats et la Turquie, disent aux gens du Hamas, c'est maintenant ou jamais. Car si vous ne concluez pas maintenant, vous allez être exterminés et on ne fera rien pour vous. Donc il y a une pression des deux côtés qui fait qu'effectivement, il y a une petite chance d'un accord. Maintenant, sur la phase 1. C'est la phase 1, mais après la phase 2, j'ai écouté avec intérêt le Premier ministre qatari, là, qui fait comme si les 20 points allaient de soi et allaient défiler les 20 points du plan Trump. De manière impeccable. Je ne pense pas un instant que ces dirigeants du Golfe croient sérieusement ça. Et, par exemple, vous avez soulevé la question de la force d'interposition, de stabilisation. Ça va être extraordinairement compliqué parce que, d'une part, les Israéliens, je ne connais pas beaucoup Israël, mais dans ma fréquentation que j'ai eue dans différentes enceintes, une des choses que j'ai comprises, c'est qu'ils ne peuvent pas remettre leur sécurité à une force extérieure, bien sûr. Et si vous imaginez qu'il y a des Indonésiens ou des Pakistanais qui sont déployés à Gaza, les Israéliens ne peuvent pas compter sur eux s'il y a des roquettes qui arrivent de Gaza. Donc ça va être très très difficile de la faire accepter par les Israéliens. Ensuite, ce n'est pas une force qui sera là comme des gendarmes qui font la circulation. Il va falloir aller chercher les derniers combattants dans les tunnels. Ça va être ça le job. Et qui va faire ça ? C'est quand même extraordinairement difficile. Donc je cite cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Je ne pense pas, par exemple, qu'une autorité gestionnaire de Gaza dirigée par M. Blair, ce soit acceptable par les Arabes. Ce serait quand même extraordinairement étonnant que pour les Saoudiens, l'homme qui a fait la guerre en Irak et qui est un descendant quelque part de Lord Balfour puisse être acceptable. Donc vous voyez, il y a d'innombrables sujets. C'est pour ça qu'en plus, il faut bien voir que M. Netanyahou, quand il parle de l'accord, il parle de la libération des otages. Il ne parle pas d'autre chose. Et il n'a même pas accepté ce que Trump lui demandait, c'est-à-dire d'arrêter les bombardements sur Gaza. Donc, je rejoins le consensus général qui est de dire qu'en réalité, pour l'instant, on en est bien à discuter libération des otages. Marie Semelin. Et arrêt des combats. Je note simplement que dans le plan Trump, il n'y a pas de mention, par exemple, de la Cisjordanie. Non. Qui est... Non, mais, c'est vrai, c'est exclusivement Gaza. Mais Trump a dit une chose quand même essentielle pour un président américain, c'est qu'il ne tolérerait pas l'annexion de la Cisjordanie par ses amis. Oui, il a dit que c'était une ligne rouge, pas d'annexion de la Cisjordanie. Il n'a pas dit non à la colonisation, c'est pas la même chose. Mais sur l'annexion, il a été clair. Mais si vous voulez, moi, ce que je redouterais, c'est le même esprit qui revient un petit peu au galop au moment où on a compris que c'était pas possible, qui a guidé les accords d'Abraham, de penser qu'on peut enjamber la question palestinienne, et l'absence de la mention de la Cisjordanie, par exemple, dans cette proposition en 20 points, me fait douter de ce point de vue-là. Oui. Alors,
Laetitia Bucaille, Jared Kushner et Steve Witkoff arrivent demain, normalement en Égypte, les deux émissaires de Trump. Alors effectivement, dans le plan de Trump, il y a un peu deux aspects. Il y a cet aspect de construction d'une entité un peu effectivement compliquée avec un millefeuille sécuritaire extrêmement complexe dont on ne sait pas effectivement si finalement tout le monde ne va pas finir par se taper dessus parce que ça va être quand même très, très, très compliqué. Ça passera quand même sans doute par un accord avec le Hamas. S'il n'y a pas d'accord avec le Hamas, il y aura résistance. Et qui voudra effectivement aller chercher les gars du Hamas dans les tunnels? Je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Donc ça passe quand même avec un accord avec le Hamas. Et puis, le plan évoque éventuellement effectivement cette perspective d'autodétermination et d'État palestinien, mais il y a aussi un aspect très business dans ce plan. C'est-à-dire qu'on sait bien que ce qui excite, d'ailleurs il utilise ce mot dans le texte du plan, ce qui excite Trump, c'est l'immobilier, les constructions immobilières. Donc il y aura aussi de l'argent à faire et on ne sait pas trop ce qui va prendre le dessus. Mais il y a ce risque, effectivement, que ça soit plutôt l'affairisme, le mercenariat, que la construction d'une entité palestinienne souveraine. Daniel Sheikh, vous avez 30 secondes pour conclure là-dessus. On me dit que c'est terminé, mais alors 10 secondes. Je vais conclure avec une lueur d'optimisme adressée essentiellement à Madame Semelin. Vous avez raison de noter qu'il y aura des traumatismes, mais je vous assure qu'il y a aussi, et j'en fais partie, des Israéliens et des Palestiniens qui n'ont pas coupé les contacts pendant toute cette guerre de 2 ans. Et nous continuons à militer, à collaborer ensemble et à nous préparer à un meilleur lendemain. Mais j'en connais un certain nombre et ce sont effectivement les plus courageux. Merci beaucoup Daniel Sheikh d'avoir été avec nous, Michel Duclos, Laetitia Bucaille, Marie Semelin. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.